Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street. Vincent Gann pour vous retrouver en cette première séance du mois de mars. Nous sommes le lundi 3 mars 2014. On confirme normalement que le son et l'image fonctionnent normalement. Donc bonjour à tous, bonjour J2M. Vous êtes le premier à avoir laissé un commentaire si vous pouvez simplement me confirmer que le son et l'image sont bons. Alors on va faire un point de marché complet puisque nous sommes en début de semaine et que nous nous apprêtons à vivre une semaine importante puisque c'est une semaine de Banque Centrale Européenne. C'est une semaine aussi où la Banque centrale d'Australie, la Banque centrale du Canada vont produire des décisions de politique monétaire. Alors on me confirme que le son et l'image sont au top, ce qui prouve que nos réglages récents fonctionnent plutôt bien. Et puis vendredi, les chiffres du marché du travail aux États-Unis pour le mois de février. Alors semaine chargée sur le plan de la conjoncture économique et semaine volatile en tout cas pour cette première séance de lundi avec des ventes qui se manifestent depuis hier lors de la séance asiatique et puis en première partie de séance européenne avec pour autant des indices européens qui semblent, en tout cas pour le CAC 40, déjà trouver un niveau de support. Donc, remettons les choses dans leur contexte. La hausse de la volatilité est somme toute contenue. Par contre, un certain nombre de stratégies qui ont pu être proposées ont bien fonctionné. Alors, regardez, et puis on va revenir au point de marché. Je vais simplement vous décrire aujourd'hui la structure du CAC 40 pendant que vous prenez connaissance de l'avertissement légal. Regardez aujourd'hui le palmarès de l'indice CAC 40. Les plus fortes baisses sont à chercher du côté des valeurs cycliques ou encore de la valeur bancaire Société Générale. En clair, les plus forts replis sont, au sein du CAC 40, les valeurs les plus exposées à la Russie. Alors, c'est des chiffres que j'ai pu me procurer, mais concrètement, Société Générale a à peu près 4% de son portefeuille d'actifs exposé à la Russie. On sait que Michelin réalise à peu près 3-4% de ses ventes en Russie, Renault autour de 10%, Peugeot autour de 5%. Bref, voilà donc aujourd'hui les titres qui subissent des prises de profit en Europe. Alors c'est vrai que la configuration graphique du titre Société Générale, concrètement, elle est assez dégradée, en tout cas avec la séance du jour, puisqu'elle perd 6%. Mais du point de vue des indices, le CAC 40 revient sur un niveau de support, on va en parler. Et puis on fera un tour d'horizon géographique, puisque vous le savez, Eurostoxx 50, DAX 30, d'autres indices en Europe, de toute façon, n'avaient pas confirmé le CAC 40. Quant au SP500, eh bien, quid du franchissement des 1851 points? On verra que les indices américains, pour l'instant, conservent des structures haussières, au moins sur l'horizon de temps journalier. Donc bienvenue, vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement légal. Alors on va sortir de ce document. Alors quelques éléments fondamentaux à vous montrer puisque là on commence la séance dans le calme. Je vais d'abord revenir sur les actifs les plus concernés par les événements géopolitiques. Même si on ne va pas rentrer dans un débat sur ce thème-là, ça ne concerne pas. Dans tous les cas, le marché des matières premières et au sein des matières premières, le compartiment de l'énergie est clairement rassemble en tout cas les actifs qui sont plus concernés par ces événements. Alors le pétrole américain, lui, progresse depuis le début de l'année, vous le savez, avec la formation d'un solide support sur le niveau des 92 dollars qu'on continue d'accompagner, qui reste assez puissant, mais bon, on s'approche quand même d'objectifs de cours importants. D'ailleurs, on s'approche des niveaux du mois d'août dernier, autour des 110 dollars, qui avait vu d'ailleurs la fin de la crise autour de la Syrie, et ça avait été finalement un point haut pour le WTI. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, mais clairement, une grande partie du chemin a été fait. Donc on va commencer par ces énergies, sachant aussi que le gaz naturel est la stratégie les stratégies qu'on a pu vous proposer depuis mercredi, jeudi dernier, à travers un point de marché vidéo, c'était jeudi, et puis un certain nombre de points fonctionnent pour l'instant plutôt bien. Et puis le Brent, l'oublié un peu du marché de l'énergie, qui lui aussi un peu donne de la voix. Admettons qu'il est quand même moins lisible sur le plan de l'analyse technique, c'est pour ça qu'on vous a proposé moins de choses. Donc on va commencer par l'énergie. Observez tout d'abord ce graphique du pétrole. Alors, le pétrole, ce matin, on s'est permis de titrer objectif atteint, tout simplement parce que, on va être précis, 104,19 dollars pour le baril de pétrole américain, c'est un objectif de cours. C'est concrètement un ratio de retracement, ça fonctionne bien en tout cas sur ce marché, 61,8% de toute la baisse qui a eu lieu entre le 28 août, c'était le point haut, paroxysme, euh, à l'époque, on évoquait des frappes imminentes sur la Syrie. C'était le point où s'est envolé à 112,21 dollars pour finalement clôturer sous les 110, mèche haute, champ de haie d'ailleurs d'inversion de tendance. Et puis les points bas qui ont été inscrits donc au début du mois de janvier. Donc c'est un objectif de cours 104,19 dollars. Et pour le moment, le pétrole, sur le plan graphique, reste sous l'influence du débordement du niveau ici des 100,73 dollars. Alors c'est cette séance ici du 18 février avec un grand corps ici en chandelier japonais qui nous avait permis de franchir cette résistance des 100,73 dollars.
104,19, 104,20, c'est vraiment une belle cible haussière. Après un tel mouvement de hausse, puisqu'on est quand même passé de 92 $ à 180, porté par tout un tas de facteurs qu'on va pas détailler, ça vaut quand même le coup de sécuriser. Et puis même pour ceux qui ont pu la semaine dernière rentrer dans le bas du canal haussier, et on va revenir sur le bas de ce canal haussier en données horaires, je pense que là vous avez un bel objectif de cours. Maintenant, en swing trading, c'est certain qu'au-dessus des 100,73 et tant que le marché tient les 103 $, 103 $ c'est le nouveau support, dernier changement de polarité, dernière résistance qui a été franchie, tant que le marché tient les 103, on peut s'attendre derrière un nouveau plus haut. Mais alors, quels sont les objectifs qu'on peut viser tant que le marché tient 103? Moi je raisonnerai toujours sur ce double creux sur les 92 $, double creux sur les 92, et puis j'ai tout simplement reporté les objectifs théoriques qui sont un report de la hauteur de la figure au point de cassure. Ce qui vous donne donc comme cible ces fameux 105,50 et puis les 106,50 qui seraient donc les prochaines résistances tant que le marché tient 103. C'est évident qu'en cas de cassure des 103, on aurait l'interruption de cette suite de creux et de sommets ascendants et à ce moment-là, clairement, un risque de retour sur les 100,73. Donc voilà quel est le mot d'ordre sur les cours du baril américain. Et ça, c'est un graphique en données journalières. On va directement passer sur le graphique en données horaires. Et après, on s'attaquera au gaz naturel. Puis un petit détour rapide sur le Brent pour envisager ce que peut faire ce marché. Alors, le pétrole en données horaires, le voici. Ça, c'est le graphique qu'on vous présente depuis quelques séances. Le canal en place. En fait, là, vous avez tout le mouvement depuis le début de l'année. On va se concentrer sur ce mouvement puisque c'est lui qui guide un peu la tendance. Voilà par quoi est rythmée la hausse depuis cette séance du 14 janvier, un canal haussier. L'idée à chaque fois, notamment ici, c'était d'attendre une dérive latérale et puis une prise d'appui sur la partie basse du canal. Alors on voit que cette prise d'appui a eu lieu le 28 février, vendredi dernier, en fin de journée, au début de la séance américaine. Et puis le marché a donc franchi les 103 et les 103,40. Les 103,40, ça fait maintenant office de support. Il y a une résistance qui a été formée à 104,60, le marché tente de la franchir et puis la réintègre. Donc à court terme, là en intraday, on a un pétrole qui est enfermé entre 104,60, il s'est approché des 105, et les 103,40, 103 $. Clairement là, c'est maintenant peu lisible. Si vous êtes rentré dans ce marché, la dernière fois que vous avez pu rentrer, c'était ici vendredi dernier. Donc là concrètement, je vais maintenant pas pouvoir aujourd'hui vous proposer une stratégie sur ce marché. Mais en clair, voilà la zone pour moi qui m'apparaît pivot. Voilà, c'est désormais ce support des 103. Et j'hésiterai pas à dire qu'une cassure des 103 mettrait clairement en danger le canal haussier. Puisque là, bon, si jamais on casse les 103 sans avoir atteint la borne haute du canal, c'est graphiquement le début d'un mouvement qui commencera à s'inverser. Tant qu'on tient les 103, eh bien, envisageons de nouveau plus haut. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? À nouveau une dérive latérale, voire une prise d'appui à suivre. Mais là, on a maintenant sûrement un marché qui est influencé par tout ce qui se passe autour des événements autour de la Crimée. Probablement, surtout que nous allons sortir de cette période d'hiver rigoureux aux États-Unis, qui est un élément saisonnier qui a pu, en tout cas, expliquer en partie la hausse des cours du pétrole depuis mi-janvier. Puis, n'oublions pas aussi la baisse du dollar américain. Bref, un ensemble d'éléments. Donc voilà où en est le baril de pétrole américain, ici en données horaires, sur cette stratégie. En fait, jeudi, vendredi dernier, on a pas mal communiqué sur l'achat énergie, plus qu'une idée au goût du jour, c'était graphique. Et puis bon, bien sûr, il y a des événements qui sont source de cette hausse. Mais l'achat énergie, c'était une bonne stratégie la semaine dernière. Sauf que voilà, là je pense que vous avez quand même de quoi encaisser un certain nombre de gains, en tout cas sur le marché du pétrole. Et retenez, 103, c'est votre frontière technique maintenant. Tant qu'on est au-dessus, ça tient. Si on casse, ça devient extrêmement compliqué. Et les plus agressifs ont d'ailleurs pu shorter les 104,50, 105 à court terme. Le gaz naturel. Alors le gaz naturel, je vais directement aller sur un graphique intraday, puisqu'on va pas revenir sur l'importance du niveau des 4,50. Là aussi, on vous a invité à adopter une stratégie haussière sur les 4,45, 4,50. L'idée c'était quoi? Bon, il y avait plusieurs éléments, bien sûr. Il y avait une zone support importante à 4,45, 4,50. On avait ici l'oblique qui lit tous les bas de marché depuis le 23 janvier. L'oblique que m'avait souligné Nicolas d'ailleurs,
qui a plutôt bien marché. Et puis après, on avait travaillé ce marché en données horaires ici. On avait relevé une espèce de compression en biseau descendant, un indicateur qui laissait présager un marché capable de sortir par le haut du biseau. Et l'objectif de cours, c'est un retracement de 100%, les 4,70, première cible atteinte. Donc là aussi, si vous avez pu vous positionner ici au-dessus des 4,50, 4,70, c'est un bel objectif. Maintenant, on va zoomer. On voit que le marché, en intraday sur le gaz, tient un support à 4,65. Pour ma part, 4,65, c'est un support horizontal, et tant que ça tient, on a quand même une probabilité que ça relance. Que ça relance vers les 5. En fait, les 5 dollars seraient le prochain objectif. Donc en clair, moi, c'est en tout cas la lecture que j'ai en intraday actuellement de ce marché du pétrole. Hein. Vous avez ce niveau-là, hein, donc qui est le point de clôture ici, hein, ce premier objectif. On est en train de retracer une partie de cette envolée en fait depuis en fait la nuit dernière, l'ouverture du marché des matières premières. On dérive dans une espèce, bon c'est de l'intraday, hein, donc c'est pas forcément hyper propre. Ça s'apparente plus ou moins un drapeau. Bref, je pense que 4,65 c'est un bon niveau. Donc voilà, on est toujours sous cette influence positive sur ce marché qui, là, je pense, peut encore un peu souffler à très court terme. Alors on va terminer par le Brent. Alors le Brent, je l'avais pas forcément suivi. Bon, je regardais, on en parlait un peu ici dans l'équipe. Puis j'ai vu qu'il avait accéléré tout à l'heure. Alors il casse une oblique, le Brent. Je resterai quand même méfiant. Autant il y avait des choses directionnelles à faire sur le WTI, des stratégies contrariennes sur le gaz naturel, autant le Brent, bon, il s'avère que le marché tient une oblique de tendance haussière en place depuis juin 2012, donc ça c'est propre, hein, voilà, souvent évoqué cette oblique. Il y a ici une oblique de résistance qui a été cassée, mais en fait on rencontre tout de suite là une résistance. On revient même d'ailleurs sur les résistances de septembre dernier avec cette cible ici à 112,60. Alors on en a parlé plusieurs fois de cette énergie dans cette zone là. Vous avez peut-être adopté des stratégies ou pas. Bon, pour ma part, est-ce qu'on peut considérer que le débordement des 110,80 permet de viser les 116? Je n'en ai pas la certitude. 112,60 c'est une belle cible. Après on peut éventuellement checker ce que ça donne en intraday. Vous avez d'ailleurs probablement ici un canal. Et voilà, j'irai davantage chercher des stratégies sur le marché du WTI qui me semble quand même plus directionnel. Après, si on confirme en clôture jour ce changement de polarité, donc les 110,80, pourquoi pas réattaquer les 112,63, cassure des 112,63 qui pourrait nous ramener vers 116. Mais voilà, j'aurai davantage de conviction sur le WTI que sur le Brent qui de toute façon, lorsque vous regardez le ratio Brent WTI, sous-performe. Donc c'est pas lui qui a le vent en poupe actuellement. Donc voilà pour ce marché de l'énergie. Maintenant, on va faire un panorama, avant de parler des indices et puis des paires de devises, hein, soyez patients. On va parler de ce que j'appelle depuis quelques semaines les achats de précaution. C'est-à-dire tout ce qui se passe en fait depuis le début de l'année en marge de la hausse des actions. Non pas, il n'y a pas eu de bouleversement dans l'allocation d'actifs, hein. On sait très bien que les actions représentent toujours la majorité des portefeuilles des gérants, autour de 55% en moyenne, mais il y a le Bund, le marché obligataire d'État qui a attiré des capitaux, le yen japonais qui a attiré des capitaux, les métaux précieux, le franc suisse qui a attiré aussi des capitaux, et puis de temps en temps des pics sur des stratégies d'achat de volatilité. On a vu qu'elles restent contenues pour l'instant dans des bornes bien précises. Donc on va passer en revue tous ces marchés. Le Bund, de tous les actifs ayant un aspect refuge, depuis le début de l'année, c'est celui qui offre la plus belle des tendances. Bon, on peut aussi admettre que l'or et l'argent, c'est aussi pas mal. Or, argent, Bund, c'est du solide. Dernier signal qui a été donné sur le Bund, c'est donc la cassure de la résistance des 144,53. Étant donné qu'on a fait pile poil ici l'objectif report, hein, c'est le mouvement proportionné, on reportait 100% de cette jambe de hausse au point bas de la conso. J'ai utilisé cet outil-là, hein, les extensions. Ça donnait 144,53, c'est pas un hasard. Le 5 février, on a fait 144,53. L'extension a été respectée, je pars du principe que ça peut encore fonctionner. On voit que le marché a franchi les 144,53, est revenu le 28 février, vendredi dernier, chercher ce qui peut s'apparenter ici à une oblique de tendance haussière, en tout cas celle en place
depuis le début de l'année, hein, depuis le 2 janvier. Bon, tant qu'on tient cette zone-là, alors vous avez pu rentrer sur pullback vendredi dernier, en tout cas c'était ce qui était la stratégie qui était recommandée. Désormais, je pense que voilà, le stop de protection sur les stratégies bullish sur ce marché, elles doivent être positionnées au milieu du précédent range, donc celui qui avait lieu entre 143 et 144,53, donc sous 143,75. Donc voilà, je n'ai pas peur de dire que tant qu'on tient 143,75, on peut, même si ça sent un peu... bon, on peut envisager de nouveau plus haut. Moi j'avais vu ici quelque chose de précurseur sur l'indicateur MACD, notamment sur l'histogramme MACD. Lorsqu'on était dans cette phase latérale, on avait ici une divergence haussière, finalement confirmée par le croisement ici d'indicateurs avec sa moyenne mobile. Donc, somme toute, le mot d'ordre c'est bullish. Tant qu'on tient 144,75, c'est bullish. Objectif 146,11, 147,20 et voire, mais ça personne ne le sait, de nouveau plus haut sur ce contrat obligataire de l'État fédéral allemand. Donc ça c'est le premier marché qui reste bullish. Maintenant parlons du yen japonais. Alors le yen, depuis le début de l'année, c'est haussier. D'ailleurs, le yen en 2013, c'est la monnaie qui a le plus chuté. Il y avait d'ailleurs des justifications à cette chute du yen qui étaient assez limpides. Maintenant, on a essayé, j'ai essayé vendredi, à travers un papier qui était sur le site, vous pouvez le retrouver en explorant le site, l'historique des analyses par exemple, j'ai essayé de statuer sur euro-yen, GBP yen et USD yen. À travers la baisse de ces trois paires de devises depuis le 2 janvier, se cache l'achat du yen. Le yen a été acheté dans un premier temps pour des fondamentaux domestiques japonais, donc notamment la hausse de l'inflation. Et puis, en parallèle de la hausse des actions, on l'a vu, des stratégies un peu de couverture, un peu cachées. Peut-être que derrière cette hausse du yen, on a aussi cette aversion au risque à la marge, mais qui existe chez les gérants. Moi, vendredi, j'avais noté, d'ailleurs comme beaucoup j'imagine, sur les paires en yen des ranges. Donc c'était 101,40, 103 sur l'USD yen. Puis vous avez la même chose, on peut les retrouver, hein, regardez. On va les regarder de toute façon en direct. Vous aviez 101,40, 103 sur l'USD yen. Vous aviez 138, 70, 141 sur l'euro yen. Et vous aviez donc toujours 169 et 171, 170 sur le GBP yen. J'ai observé sur ces trois marchés le rôle de l'indicateur MACD. Le principe, c'est qu'on s'intéresse au mouvement en place depuis le début de l'année. C'est une tendance baissière hein, sur l'USD yen depuis, voilà, on va le mettre en plein écran. La première séance de l'année, c'est là, le 2 janvier. Le 2 janvier, c'est le point haut de l'USD yen. Donc, pas peur de dire que, disons qu'on a une tendance baissière depuis le début de l'année, même si ça s'est latéralisé depuis début février. Ok. Bon, je regarde cet indicateur, moi, qu'on utilise dans le sens de la tendance, le MACD qui est sous 0, les moyennes mobiles courtes sont sous les moyennes mobiles longues, et puis là, la ligne de MACD en rouge s'apprête, mais on attendra la clôture ce soir, à croiser sa ligne dite de signal. En fait, c'est une moyenne mobile. Donc en clair, nous aurions, à travers ce signal, s'il se confirme ce soir, une indication précurseur d'une sortie par le bas des ranges, sauf que c'est absolument pas acquis. Donc aujourd'hui, ne vous emballez pas sur les paires en yen. J'ai regardé le calendrier de la semaine, il n'y a pas d'indicateur vraiment important au Japon. Il faudra attendre le 10 janvier, le 10 mars et la réunion de la Banque centrale du Japon. Donc c'est pas chargé cette semaine sur le plan des statistiques japonaises. Alors c'est possible que le yen soit surtout reflet du risque de manière générale, puisqu'on n'aura pas d'éléments fondamentaux japonais à nous mettre sous la dent. Donc on va se concentrer sur ça et on va surtout le mettre en rapport avec ce que font les indices. Je pense qu'on peut avoir une corrélation forte cette semaine. Donc on voit aujourd'hui que l'USD yen travaille son support des 101,40. C'est pas hyper dynamique, hein. C'est un peu décevant. Les paires en yen, elles se retrouvent un peu dans ce qu'elles avaient été à la fin de l'année 2013. C'était pas hyper impulsif, c'était très, très embêtant. Mais vous ne m'enlèverez pas de la tête finalement que sous les 103, je pense toujours qu'on peut revenir chercher ici le niveau des 100. Et l'oblique haussière en place depuis ici le 26 février. Donc j'attendrai la clôture et je pense que ce soir, en cas de croisement, vous pourrez ici simplement observer l'histogramme qui représente l'écart de part et d'autre
entre la ligne de MACD et donc sa moyenne mobile. Donc quelque chose d'important ici à surveiller. Regardez, si vous observez les autres paires en yen, vous avez ici sur l'euro-yen exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on s'en rapproche, hein, puis vous observez ici sur l'histogramme, mais pas de croisement, et sur le GBP yen, vous avez la même chose. Donc ça se joue probablement, et en dépit de l'absence de fondamentaux, cette semaine. Voilà. Mais ça, c'est habituel, hein. Le marché généralement va faire ses décalages alors qu'on est en dehors de période de publication de fondamentaux. Donc, en clair, par exemple, qu'est-ce qu'on peut... Le SDN est moins lisible, mais jetez un œil à GBP Yen, ça a été une des plus fortes. Je trouve que graphiquement, c'est une des plus propres. GBP Yen, 169,10 c'est support. Tant que 169,10 Yen tient, c'est bullish. Je pense qu'une clôture jour, et ça peut être la nuit prochaine, hein, lors de la séance asiatique, si ça cède ce niveau, c'est clairement c'est bearish, c'est-à-dire qu'on reprend le chemin de la baisse en place depuis le 2 janvier. Par contre, en termes de rendement risque, 169,10, certains ont peut-être payé là depuis ce matin. Le stop il est hyper clair, c'est 168,95 quoi, pour viser le haut du range. Les paires en yens, c'est des ranges, et jusqu'à preuve du contraire, on achète en bas, on vend en haut. Donc le Bund, vous l'avez compris, le yen. Maintenant parlons du franc suisse. Alors, je ne vais pas vous parler de l'USD CHF, on verra tout à l'heure l'euro dollar, mais on va regarder l'euro CHF. L'euro CHF m'intéresse tout simplement parce que on sait l'euro fort depuis le début de l'année, notamment depuis un mois, et ce fameux discours de Mario Draghi qui a pu laisser penser que, probablement, on verra en tout cas, selon la Banque Centrale Européenne, le meilleur est devant nous. L'euro CHF a formé, je pense, un solide support à 1,21. Ça fait maintenant 2 mois que le franc suisse monte. Ça aussi, ça peut être interprété comme des achats de couverture cachée, je sais pas. Pour moi, l'euro CHF 1,21, c'est du solide. Et pour les adeptes des chandeliers japonais, l'euro CHF est en train de construire ce qu'on appelle une ligne de contre-attaque. En gros, on a ouvert en gap baissier sur le support des 1,21. Et là, désormais, on est au plus haut, donc on fait un grand corps positif. Et on devrait plus ou moins clôturer au niveau de la clôture du vendredi dernier. Dans ce type de configuration, il y a l'avalement haussier, la ligne pénétrante haussière et la ligne de contre-attaque. La ligne de contre-attaque, c'est la plus faible. Si jamais le marché devait clôturer maintenant, c'est une ligne de contre-attaque. Et là, si on parvient, si on pousse encore davantage, et si on revient à mi-chemin du chandelier de vendredi dernier, ce sera une ligne pénétrante haussière. Bref, tout ça pour dire que je pense que cette semaine sera celle d'un rebond technique de l'euro CHF. Mais voilà, c'est pas acquis. On verra ce soir quelle sera la clôture, mais ça ne me choquerait pas que ce marché parvienne à rejoindre les 1,22 minimum lors des prochaines heures. En tout cas, voilà, on a cette structure. Je vous rappelle que le seuil que défend la Banque nationale de Suisse, c'est le niveau des 1,20. Finalement, en fait, les 1,21, regardez, c'était le point d'envolée du 9 janvier 2013. Bon, j'aime bien là ce que fait l'euro CHF. Voilà, hein, stop sous le bas du jour, le support est clair, 1,21 et ça repart donc à 1,21,80. Alors j'entends que le gaz réagit bien sur 4,65, donc ça sent plutôt bon. Et de toute façon, si vous êtes rentré comme cela vous avait été conseillé sur le gaz entre 4,40 et 4,50, naturellement vous êtes encore dedans, il n'y a aucune raison, vous avez peut-être pu alléger, mais au bas mot 5,50, ça me paraît quand même une belle cible sur ce marché. Donc l'euro CHF c'est rebond. Le Bund, le yen, on a vu que c'était encore incertain, mais qu'on surveille certains signaux. Maintenant, les métaux précieux. Alors, les métaux précieux, où en sont-ils? On va commencer par regarder l'once d'or. Alors, il lâche rien, hein, ces métaux précieux, en dépit de divergences avérées, en tout cas ici sur les indicateurs. On voit que le marché tient. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a comme ça des divergences daily, il y a plusieurs façons. Soit on passe d'une phase haussière à une phase fortement baissière, soit on l'épure à plat, c'est-à-dire qu'on laisse l'indicateur se dégonfler dans un marché en range, et voir dans des tendances haussières vraiment puissantes, en dépit des divergences, on est encore capable de grappiller des points. Donc là, ça me paraît assez puissant sur l'once d'or, mais vous y êtes ou vous n'y êtes pas, c'est-à-dire qu'on revient quand même au contact de cette fameuse oblique en place depuis le 4 octobre. L'idée c'était de pouvoir entrer en cas de retour de ce marché sur les 1307, sauf qu'en fait on s'est arrêté à 1320.
Donc c'est clairement bullish. Là, on tente de faire un nouveau plus haut. On a peut-être un marché qui est capable d'aller rejoindre les 1360. Mais là aussi, vous avez pu vous positionner depuis plusieurs semaines, puisqu'on a clairement insisté sur cette stratégie-là. Là, au niveau actuel des cours, hormis le support des 1307, il n'y a rien d'évident. Mais voilà, on voit que c'est toujours recherché. L'once d'or est toujours recherché. Et la prochaine résistance horizontale, c'est les 1360 dollars. Quoique en fait, bon, il y a une divergence potentielle, mais finalement je vois que on l'a pas vraiment activé, hein. En tout cas en daily ici tant qu'on tient les 65. Euh, l'argent. Alors l'argent, on avait exactement le même type de configuration, sauf que là, bon, elle était forte, hein, la div. On voit que le marché il est plus à plat. Il y a encore un peu de temps, hein, pour que ça se dégonfle. Euh, Ça devient quand même moins limpide, puisque dans un premier temps, j'ai cru qu'on pouvait faire un range 21, 30, 22. On voit qu'on a formé un solide support, enfin solide, on a formé quelque chose à 21. Maintenant, je pense toujours qu'on peut avoir une phase un peu latérale. C'est pas hyper net. Donc là aussi, vous y êtes depuis le début de l'année à travers différentes recommandations qu'on a pu vous faire, c'est bien. Là, vous n'y êtes pas, c'est un marché qui me semble encore en pause avant éventuellement de repartir. Si vous êtes rentré long sur 21, le stop est toujours en dessous, 20,95, et puis une cible à nouveau vers les 22,15. Alors, donc ça c'était pour les achats de couverture. On repasse, on va passer sur les indices, hein, on va faire un tour d'horizon géographique. Donc le CAC réagit bien sur la moyenne mobile à 20 jours et les 4300 points. Il a fait sa mèche basse. Alors c'est pas un hasard. Il est revenu, on va regarder en données horaires. Rappelez-vous sur cette séance du 20 février. Le 20 février, entre 9h et 10h, donc en intraday, le CAC avait tenté de casser 4003. Il sortait par le bas d'un range pour finalement terminer la séance au plus haut. Et si vous prenez l'indice au comptant, le cash, vous avez sur cette séance du 20 février un avalement haussier, donc qui avait englobé toutes les séances du 13, 14, 17, 18 et 19 février, pour finalement franchir derrière 4354 points. En fait, on est juste revenu à la base de ce chandelier, puisqu'on avait fait un point bas ici à 4289, et aujourd'hui un point bas à 4288. Donc ça tient. C'était d'ailleurs nous la zone au-dessus de laquelle on restait acheteur. Et puis il y a pu avoir des stratégies de recommandation d'achat de ce niveau. Donc là ça tient bien, c'est favorable. Et je pense qu'on peut revenir clairement là sur les 4354 points. En tout cas c'est l'objectif de ce rebond technique pour un trade qui a pu être initié ce matin. Et ce sera l'enjeu en fait, c'est que vendredi on soit capable à nouveau de clôturer au-dessus des 4354 points. Mais là on suivra les événements sur le plan technique. On va zoomer en intraday de toute façon pour voir ce que ça donne. Mais avant de passer en intraday, jetez un œil aux indices américains, Dow Jones et S&P 500. Vous avez toujours depuis cette séance ici, donc du début février, sur le Dow et le S&P 500, des canaux haussiers, en tout cas des obliques de tendance haussière. Prenez vos graphiques journaliers, ayez tous les bas depuis le 13 février, bon, on tient le canal. Donc tant qu'on tient ces canaux-là, tant que le Dow tient ses 16 000 points, et sur le S&P 500, tant que le marché tient les 1820 points, et puis vous voyez aussi donc ce canal en place depuis le 13 février, on peut s'attendre à ce que la hausse soit relancée. Donc on a eu ce matin, et lors de la séance asiatique des ventes, sur des valeurs cycliques, on a vu sur les valeurs françaises, la Société Générale qui perd 6%, c'est la banque la plus exposée à la Russie, bref. On a eu des ventes, je sais pas, des allègements par crainte de ce que peut provoquer la géopolitique. Mais on voit que pour l'instant, on n'a rien, pas de retournement violent. On a un choc, pour l'instant, qui concerne une séance. Et on voit que les supports tiennent, et en tout cas que sur le CAC 40, ce que j'appelle le couple 4003 MM20 jours, pour l'instant, tient le choc. On a beaucoup parlé de ces événements géopolitiques, à en oublier les éléments de conjoncture économique, et je pense toujours un élément qui est susceptible d'inquiéter le marché, mais là, moyen long terme, c'est la Chine. Alors, rapidement, je passe sur ce graphique, après on parlera du marché. Il y a un indicateur avancé qui est très suivi, c'est l'indice PMI. Et pour la Chine, il y en a deux.
qui sont suivis. Il y a celui qui est proposé par l'État chinois, donc c'est les statistiques officielles. Alors, est-ce qu'elles sont truquées ou pas, c'est un autre débat. Et puis il y a le PMI qui est proposé par la société Markit et pour la Chine en partenariat avec HSBC. Probablement parce que HSBC est bien implanté là-bas et peut-être peut faire remonter des informations que la société Markit a du mal à se procurer. Si vous regardez l'indice PMI HSBC Markit, ça fait 3 mois qu'il est sous le seuil des 50. Il a été publié samedi dernier. Vous étiez en week-end, entre 2h et 3h du matin. Il est ressorti à 48,8, donc sous le seuil des 50. Mais ce n'est pas une surprise parce qu'il est sous le seuil des 50 depuis 3 mois. Par contre, ce que vous avez sous les yeux, ce sont les chiffres officiels du gouvernement chinois. Vous savez comment lire cet indice avancé. On lit de part et d'autre du niveau des 50. C'est un sondage. Quand c'est au-dessus de 50, grossièrement, on va dire que 50% des personnes sondées ont des anticipations optimistes. Je dis n'importe quoi, mais en gros, quand c'est au-dessus des 50, c'est plutôt des anticipations favorables. Au-delà du niveau absolu, on regarde la tendance, et depuis octobre dernier, elle est baissière. D'ailleurs, lorsque vous regardez les actions émergentes, c'est pas un hasard de voir qu'elles ont été vendues depuis le mois d'octobre dernier, mais elles ont rebondi depuis quand même 2-3 semaines. Et j'ai trouvé ça amusant ce matin de voir que le chiffre était de 50,5. C'est-à-dire qu'on a eu 51, 5 ans, non on a eu 51,5, 51, 50,5. Peut-être que le mois prochain ils vont nous dire 50,1. Enfin, on voit que tout est fait quand même pour que les chiffres officiels restent au-dessus du niveau des 50. Mais donc voilà où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle sur ces indicateurs avancés en provenance de Chine. Mais bon, on voit pour l'instant, en tout cas sur le plan des fondamentaux, moi c'est ça qui m'a interloqué ce matin. Il y avait des statistiques américaines. Aujourd'hui, on voit qu'elles ne sont pas non plus de nature à soutenir le dollar américain. On va en revenir justement au sujet de l'euro-dollar. Alors il y a eu un indice, la dernière lecture du PMI manufacturier des États-Unis au mois de février, il est bon, mais bon, voilà, ça ne relance pas le dollar US. On a eu les chiffres de l'inflation aux États-Unis, c'est à 14h30, je vais vous les montrer, et c'est important de les resituer. Sur ce graphique, vous avez deux indices d'inflation, le CPI, c'est le plus connu, l'inflation à la consommation. Il est calculé, je crois, aux États-Unis par le département du travail. Et vous avez le PCE, c'est celui qui est proposé par le département du commerce. Il est dit que la Fed suit au plus près le PCE. Ça, c'est une question de calcul en fait. Et regardez le PCE, il est tout plat. Donc, selon cet indice d'inflation, il n'y a pas non plus d'emballement de la hausse des prix aux États-Unis. Et finalement, tant qu'on est sous le seuil de la Fed, qui est donc ce seuil de 2%, le marché n'anticipe pas de hausse de taux dans ce pays-là. Et donc, mécaniquement, c'est pas de nature à soutenir, en tout cas à court terme, le dollar US. Donc ça, c'est ce chiffre-là qui a été publié tout à l'heure à 14h30, c'est 1,2. On voit que ça y a une hausse de 1,1 d'un mois à l'autre. C'est pas non plus transcendantal. Donc c'est pas de nature à soutenir le dollar américain. Et d'ailleurs, les bons chiffres du PMI n'ont pas non plus soutenu le dollar américain. Donc on en vient au sujet de l'euro-dollar, justement. L'euro-dollar, je pense que la situation est différente de celle du 27 décembre. Pourquoi ? Alors, on va pas refaire l'histoire des 1,38. On sait que 1,38 c'est important. Mais d'abord, on va dézoomer, pardon. On va revenir dans le temps. Rappelez-vous ici que vous avez cette oblique de tendance baissière en place depuis août 2008. Donc j'ai pas triché, hein. J'ai utilisé cet outil qui colle au sommet en prenant le top de juillet 2008 et le top de mai 2011. Donc je zoome. Et on la retrouve ici. D'ailleurs, à peu de choses près, c'est le point haut de la séance de vendredi. Le 27 décembre dernier, le marché s'était emballé avec un plus haut à 1,3893,3. Mais avec une clôture vraiment défavorable. Vendredi, on a fait un grand corps, chandelier japonais, un positif ici. Et on a clôturé pas loin d'ailleurs du plus haut. Et désormais, le marché, on voit qu'il n'est pas volatile. Alors que dans le sillage du 27 décembre, on avait eu beaucoup de volatilité. Là, c'est pas volatile. On reste vraiment contenu dans ce grand corps du vendredi. On est au-dessus du support des 1,3750. Je vais ajouter, regardez la moyenne mobile à 20 jours, comme a suggéré Nicolas. Je crois qu'elle est propre. Hop, vous allez la voir. Et en clair, j'ai l'impression que ça tient. Et que le marché veut aller chercher plus haut.
Alors, d'un point de vue technique, c'est vrai tant qu'on tient les 1,37 et la moyenne mobile à 20 jours. 1,37 pourquoi et pas 1,37,50? Parce que 1,37 c'est le point de départ de l'envolée de vendredi. En fait, vendredi, il y a des gens qui se sont placés, hein, il y a eu des gros achats, et la base, c'est 1,37. Sachant que ça avait déjà commencé jeudi dans l'après-midi, lorsqu'on avait fait ici sur 1,36,50 un beau retournement de tendance intraday. Donc 1,37 me paraît être le pivot, et le message est donc que tant qu'on tient 1,37, on peut envisager une paire Eurodoll qui irait retravailler tout ce que les cours avaient balayé ici le 27 décembre, donc entre 1,38 et 1,38,93. Si les 1,37 devaient être cassés, et bien là clairement ce scénario en fait, ce biais serait en grande partie abandonné, avec un Eurodoll qui pourrait revenir chercher les 1,3550, en fait l'oblique en place ici depuis le 6 décembre. Mais là je trouve aujourd'hui que ça tient plutôt bien, et j'hésiterai pas à dire que une incursion de l'Eurodoll sur un 37,30, 40, pour moi ça se paye, avec un stop sous les 1,37, sous la 20 jours. Voilà, parce que je pense que du point de vue des données de marché, on est vraiment dans quelque chose de différent. Après, voilà, c'est un scénario, là, c'est graphique. Alors, c'est une semaine importante parce que c'est une semaine de Banque Centrale Européenne, et c'est marrant qu'on se retrouve maintenant à ce niveau-là parce que le point de départ de la hausse sur 1,3480, c'était la Banque Centrale Européenne. Ça aussi, c'est assez étonnant. La Banque Centrale Européenne fait monter l'euro-dollar. Alors que, bon, est-ce que ça crée derrière des avantages pour l'économie européenne? Ça, c'est un autre sujet, mais ça a été le point de départ. Est-ce que la boucle sera bouclée jeudi? À suivre, on verra les mots que prononcera Mario Draghi. Mais voilà, techniquement, tant qu'on tient cette zone ici, on peut envisager de nouveau plus haut. Et je pense qu'on peut travailler en proportion le chandelier du vendredi, un 37,40. Hein, si le marché teste un 37,40, moi ça m'intéresse, top sous un 37. Donc ça c'est pour la paire euro-dollar. Alors visiteur nous dit la Banque centrale de Russie a augmenté son taux directeur à 7% et a vendu 10 milliards de dollars américains, 2% des réserves. Ok, merci. Donc ça je savais pas. J'ai vu en effet que la bourse de Russie chutait, que le titre Gazprom chutait, perdait 10 ou 11%. Donc bon voilà, ça c'est certain que c'est un marché action qui est bien impacté par tous ces événements. Alors les autres paires de devises majeures, on va revenir d'abord sur l'USD CAD. Alors l'USD CAD, ce qui me plaît sur l'USD CAD, c'est que le marché tient bien 50% de cette jambe de hausse qui avait permis au cours de s'extraire du biseau. C'est devenu, elles tiennent bien hein, les paires en dollars canadiens, donc le dollar canadien reste faible. D'une certaine façon, je pense qu'on a une sorte de range dans le range. On a vu que le dollar américain, il est globalement vendu hein, depuis quelques semaines. Mais le dollar canadien l'est encore plus, donc l'USD CAD tient bien. C'est un peu un range dans le range, c'est-à-dire que on a ici 1,0920, 1,1220, et à l'intérieur on a un range 1,1050, 1,12. Donc 1,1050 c'est solide, c'est un niveau de support, on avait attiré votre attention sur ce niveau, vous avez peut-être pu l'acheter. L'objectif là c'est de revenir travailler bien cette zone là des 1,12 à court terme. Donc voilà pour ce qui est de la paire USD CAD. L'eurodoll on en a parlé. Le GBP USD, alors GBP USD, voilà ce que je pense. On a pris appui là sur 1,6615. La stratégie proposée à ce moment là c'était un achat de ce niveau, le stop là-dessous. On a franchi un niveau qui est un cours de clôture à 1,67. Donc 1,67 ça fait désormais support. On a un mât ici. Là on est probablement, alors on est en H4. Probablement dans une espèce de structure comme ça. Je pense qu'on a voilà, une formation triangulaire intraday sur le GBP USD. Donc à suivre. Mais voilà, tant que GBP USD tient 1,67, on peut envisager une hausse vers les 1,68. Et puis tant que l'eurodoll tient, on a vu c'est 1,37, je pense que ce marché peut aller chercher encore de nouveaux plus haut. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Je vais juste regarder quelque chose. Là c'est vraiment graphique. Hein. Qu'est-ce que ça donne si on tire une oblique de cette
porter là. Ouais, non, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ce qui nous a fait le GBP USD en fait, hein, en cassant ça sur ce chandelier 4 heures, donc de la session du chandelier 11h 15h vendredi. Il a fait un pullback sur l'oblique, il était sorti par l'eau, il a fait un pullback. Là il fait une petite phase latérale. Donc la stratégie sur le GBP, ça peut être achat 1,67, stop sous 1,66, 75 par exemple, pour viser 1,68. Stratégie court terme. Ça me paraît plaisant ça. Voilà. Alors l'AUD USD. Alors déjà l'AUD NZD, Nicolas vous en a parlé depuis ce matin. Vous aviez un timing sympa. Donc ça, je vous invite à aller bien regarder ces points forum. Mais il vous a conseillé cette paire de devises là sur les 1,0630. Donc allez jeter un œil sur la rubrique adaptée et l'AUD USD. L'AUD USD, bon, ça continue un peu de glisser. Moi 88,50 m'intéressera. Mais est-ce que 88 ou même 88,75, disons 88,75, si vous intervenez sur 88,75, qui est le pullback en fait quand les cours sont cassés cette oblique là. En fait, en rentrant sur 88,75, c'est stop sous 88,50. Donc en fait, ouais, c'est vrai que sur GBP USD 1,67 c'est pas mal pour une stratégie achat intraday, stop 1,66,75. Et sur la UD 88,75, stop sous 88,50. C'est vrai que là on a des points, enfin on a des rendements risques qui sont plutôt contrôlés. Donc voilà pour l'euro dollar. Alors on va passer maintenant en intraday sur les indices, notamment le DAX, l'Eurostoxx 50. Pour ceux qui pratiquent le scalping notamment, on va voir un peu ce que ça donne. Alors View nous rappelle que Moscou perd 12%. Moi j'avais vu 11% tout à l'heure, c'est pour ça. Hein. Il y a de la vol en effet sur ce marché. Voilà, d'ailleurs comme quoi ça a l'air de... Enfin on voit que le marché les sanctionne. Ça va peut-être les réveiller d'ailleurs. Alors le DAX, on va parler du DAX car j'imagine que certains doivent être frustrés car le DAX n'est pas le CAC. C'est un indice qui n'est plus leader, pas à court terme en tout cas. C'est le CAC 40 qui est leader. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de vous proposer sous la forme d'un tableau le year to date, hein, les palmarès des indices actions en pourcentage depuis le début de l'année. Mais c'est pas évident. Qu'est-ce qui n'est pas évident sur ce marché du DAX? Autant le CAC 4003, on connaît l'importance de ce niveau. Là, vous êtes en données horaires. On voit que le DAX n'a jamais effectué de nouveau sommet historique. Et puis je vois surtout qu'il a cassé un support à 9500 points. Il casse un support à 9500 points. Alors là, on voit qu'un support horaire ici tient les cours. Cette zone-là, ici, 9382. Est-ce qu'on a des dives horaires? Je vais tout de suite regarder ça par rapport aux deux creux récents. Ouais, vite fait, ça peut s'apparenter un peu à ce qu'avait fait l'Eurodoll en journal, en horaire jeudi dernier. On va dire un double creux horaire sur 26. Donc, en effet, on voit que ça tient. Bon, sur 9382 d'une certaine façon. Voilà, vous avez un CAC qui tient les 4290. Donc pour viser 4350, d'une certaine façon, le DAX au-dessus de 9380. On peut peut-être reprendre les 9500. Mais voilà, 9500 c'était quand même le point haut du biseau descendant. Les cours ont été sortis par le haut. C'est voilà. Si le marché action était résumé par le DAX à moyen terme, depuis 3-4 mois, c'est un marché qui est latéral. Prenez le DAX depuis 3 mois, ce sont des creux et des sommets plans. Donc la tendance moyen terme, si on entend le moyen terme par quelques semaines, elle est neutre sur le DAX. Entrecoupée de phases ascendantes ou descendantes qui durent 2 à 3 semaines. Donc là, à court terme, je pense qu'on a probablement une divergence haussière ici au-dessus des 9380 et que somme toute, on peut reprendre 9005. Au même titre que le CAC peut reprendre les 4350. Alors, le CAC, c'est ce niveau-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette séance du 20 février. Regardez, c'était ici. On avait tenté de casser justement ces 4003 et fausse cachure derrière réintégration. Donc, voilà.
c'est là où se sont manifestés, je dirais, les achats initiaux de la phase haussière qui a permis la cassure des 4353. Alors, si on va en horaire, est-ce qu'on observe quelque chose sur les indicateurs sur ce marché? Voyons. Oui, non, là c'est pas non plus bon. Il y a par contre en horaire quelque chose de positif. On voit qu'on refranchit le niveau des 30. Il n'y a pas de div en l'état. Mais voilà, c'est comme le DAX. On peut envisager que le marché reprenne les 4350. Au même titre que le DAX pourrait reprendre les 9005. Après voilà, ça reste quand même assez compliqué. Mais bon, pour l'instant, moi c'est le scénario que je privilégie. Prenez le SP500. Alors l'indice S&P 500, on voit qu'il y a toujours un canal, ce fameux canal depuis début février. On voit que le SP500, bon, il a tenu ici 1837, c'est pas non plus hyper propre comme niveau. La cassure des 1851, on voit qu'elle est loin d'être avérée. En fait, c'est un niveau qui est toujours travaillé. On a fait 1865 points vendredi. C'était un des objectifs de cours en cas de cassure des 1851 qui a été fait dans la foulée. Mais là on voit que les 1851 conservent un rôle de polarité. Si vous regardez le SP500 en données horaires, et là on est en pleine session américaine, hein, le marché cash a ouvert il y a 33 minutes, on voit que les 1851 font encore, rassemblent des vendeurs. Donc si les 1851 rassemblent des vendeurs, c'est que le marché ne l'a pas intégré comme étant un signal d'achat, en tout cas vendredi en clôture. Donc ça reste compliqué pour le SP500. Et là, somme toute, honnêtement, c'est pas lisible pour moi ce chart. On voit que ça travaille de part et d'autre, mais voilà, je ne peux pas vous livrer quelque chose de plus complet là-dessus. Alors, sur le dos, on a le même type de canal. On voit qu'on forme un support ici horizontal en intraday à 16 150. On a d'ailleurs un range sur le dos entre 16 150 et 16 230. C'est probablement quelque chose que vous pouvez surveiller. En clair, 16 150, ça se paye, c'est un petit support intraday. Si on franchit 16 230, on a un dos qui rattaquera assez plus haut. Et à ce moment-là, le CAC, en clair, pour la session américaine qui vient, si le dos nous fait une clôture horaire au-dessus des 16 230, vous aurez votre CAC à 4350 et votre DAX à 9500. Mais bon, si le dos a du mal à sortir de ce range, ça deviendra plus compliqué. L'Eurostoxx 50 en données horaires, là aussi c'est pas fameux. D'ailleurs l'Eurostoxx 50, et je vais vous le montrer en données hebdomadaires, c'est celui qui est... En fait l'Eurostoxx 50, ce qui me plaît, c'est que lorsque vous prenez le MIB, l'IBEX, le CAC, le DAX, ce ne sont plus les mêmes marchés. Et donc, pardon, l'Eurostoxx 50, il est assez moche, enfin plat à moyen terme, un peu comme le DAX. Donc, bon, là, on tient cette zone qui était la partie haute de l'ancien biseau. On a quelque chose ici au-dessus des 3050 points. Ça devient vraiment des marchés neutres. Là, je vais observer. On n'a même pas de div en fait en l'état, même si on a un indicateur qui est passé sous le niveau des 30 et qui reprend. C'est comme le CAC et le DAX, on voit qu'on a formé des supports à 3050, on voit le CAC 4290, le DAX 9380. Bon, la question est de savoir, est-ce que le CAC peut reprendre 4350? Est-ce que le DAX peut reprendre 9500? Est-ce que le Eurostoxx 50 peut reprendre 3100? Du point de vue des indicateurs, j'ai envie de dire oui. Mais il serait important que le Dow Jones franchisse ces 16 230 points que je vous ai montré tout à l'heure. Le gaz naturel, on va rebondir dessus en données horaires. Le gaz naturel, alors le gaz naturel, intéressant. Alors, on va essayer de tracer quelque chose de propre. Le gaz, on sait qu'il est sorti par le haut d'une structure donc en biseau. On va aller vous la rechercher. On va essayer de retracer l'oblique qui a été franchi. Vous avez pu éventuellement vous positionner donc sur ce marché. Alors attendez, je vais essayer de vous attraper ici le point haut. On va faire comme ça. C'est un peu du mal à prendre la mèche. J'ai envie de dire c'est pas grave. Bon, le signal il a été donné. Attendez. J'aimerais bien quand même attraper le point haut ici. Bon, il veut pas me l'attraper, ça devient un peu ennuyeux, mais c'est pas grave. Bon, là c'est un peu violent. Si je passe en cours de clôture,
on voit que le marché retombe un peu. Bon, disons que 4,55, rappelez-vous, c'était le point d'accélération qu'on vous avait donné. C'est vraiment un pivot. Il faut les tenir. Alors, vous avez pu acheter dans cette zone-là. J'ai envie de dire que je pense que là, le stop, désormais, il doit être placé maintenant soit au cours d'entrée, soit en dessous, je dirais, des 4,48. Mais voilà, on a un retour sur 4,55. Ça ne m'étonnerait pas que ça relance ce marché. Ça ne m'étonnerait pas que ça le relance, surtout qu'on a des indicateurs ici qui se sont bien dégonflés. Donc, somme toute, on verra là, ce que produit comme effet les 4,55, qui est donc ce point de clôture, point d'accélération de cette zone-là. Après, voilà, honnêtement, conserver. Honnêtement, on travaille cette zone, elle est importante, des 4,45. Voilà. Éventuellement, vous craignez un mouvement, votre stop au cours d'entrée, ou intégrant un petit spread pour être sûr d'avoir zéro perte. Mais voilà, on voit que c'est volatile, mais je pense que les 4,55 peuvent faire quelque chose sur ce marché. Alors, on va repasser en données journalières. Alors, on me donne beaucoup d'informations. La flotte russe a sommé les forces ukrainiennes au Crimée de se rendre avant 3 heures du matin. Bon, bah, on voit qu'il y a toujours de la volatilité, dans lequel les événements géopolitiques priment toujours. Alors, après ça c'est possible hein, pour les indices US. Hein. En gros pour les indices US, retenez les 16 000 du Dow, les 1820 du SP500. Ah oui donc Goldman nous donne l'ISM, enfin le PMI des États-Unis selon l'ISM. Le PMI des États-Unis selon l'ISM, or qui est peut-être favorable je pense, puisque là on voit que ça soutient quelque peu le dollar US, en tout cas un petit peu quoi, mais c'est pas non plus très puissant. Alors, visiteur nous dit, il n'est pas rare que le gouvernement réévalue nettement les chiffres du PIB, mais l'ampleur de cette révision a surpris les analystes. Oui, alors là, visiteur, vous faites référence aux chiffres du PIB des États-Unis vendredi, où en effet, donc ça a été revu à la baisse en deuxième estimation pour le quatrième trimestre. Donc là, les chiffres PMI des États-Unis selon l'ISM a été publié. Je pense qu'il doit être assez favorable, puisqu'on vient que ça permet en tout cas un rebond du dollar US. Bon, les indices, pour l'instant, ça tient encore plutôt bien. Il n'y a pas tellement de soucis là, notamment sur les indices US. Alors je vais recharger ça, parce que je ne sais pas ce qui se passe là. L'eurodoll, bon bah de toute façon on a déjà parlé au-dessus des 1,37, c'est bullish. Et si l'excès de volatilité renvoie aujourd'hui l'eurodoll dans cette zone-là, hein, donc je dirais entre 1,3710 et 1,3740, pour ma part, vous pouvez, je pense, adopter des stratégies positives. Hein, ça reste franchement hyper contenu la vol, ça tient bien, sans que ça tient bien, avec des stops sous les 1,3690. Donc voilà, un stop d'une trentaine de points c'est appréciable. Donc un eurodoll qui revient dans cette zone ici, un 37,30, 40, ça paraît tout à fait intéressant pour des stratégies bullish, à moins que vous y soyez déjà. Et dans ces cas-là, bah, tout va bien. Alors, envisageons quelque chose. Imaginons que le CAC 40 pulvérise en clôture les 4290. Et bien dans ces cas-là, nous aurons clairement une situation en fait de faux signal au-dessus des 4354. C'est la frontière. Hein. Un CAC qui casserait la 20 jours et les 4290, il aura donc été finalement tout seul à franchir les 4354. Donc il y a beaucoup de choses qui vont jouer cette semaine. On voit aussi le SP500, hein, que ça travaille les 1851 points. Là on n'a pas assez de volatilité pour pouvoir trancher. Mais voilà, n'oubliez pas, vous avez sur des actifs refuges des belles tendances haussières, le Bund, les métaux précieux,
Encore on a vu le yen japonais, bref, de quoi se diversifier si vous êtes trop exposé par exemple à d'autres à des actifs risqués on va dire. Euh, donc l'euro CHF, on attendra la clôture hein, parce qu'on voit que c'est pas encore gagné. Hein. Alors l'euro CHF, il faut hein, qu'on ait une clôture qui se fasse au moins à 1,2140. Il faut que la clôture se fasse sur 1,2140 pour pouvoir parler d'une ligne pénétrante, d'une ligne de contre-attaque. C'est vraiment primordial. Si le marché ne parvient pas à clôturer ici, le scénario du rebond technique vers les 1,22 sera sérieusement compromis. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se jouer ce soir. Et je suis toujours étonné par cette force de l'or qui, en dépit de cette divergence potentielle, et on voit qu'elle n'est pas active parce qu'en fait on a tenu le support ici des 64, tient étonnamment bien. Alors, on va regarder d'autres marchés. Le gaz, il revient sur support à 4,56. Là, il faudrait qu'un rebond intervienne rapidement donc, dans cette zone-là. Bon, les indices, c'est pas passé grand-chose de nouveau. Même si on revient, on va repasser en données horaires. Bon, on retravaille un peu les points bas du jour. Alors, Eurostoxx 50. Ah, Eurostoxx 50, hein, pour l'instant, on voit qu'il y a une réaction négative sur les 3076 qui font désormais office de résistance. Bon, on n'a pas. Pour l'instant, on reste contenu entre les tops, la cette résistance et les bas du jour, donc pas de nouvelles données. Les stratégies qui ont pu être en place ce matin sont toujours valables. Je vois le CAC, écoutez, c'est pareil. Hein, on travaille encore les 42,90 et là on a formé une résistance à 4320, mais bon, pas de nouveauté par rapport encore à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le DAX en données horaires, c'est le même topo. Euh, si ce n'est que là, donc on forme un point haut intraday sur cette zone-là, mais on tient toujours les 9380. Euh, donc pareil, tant que ce niveau tient, il n'y a pas vraiment de nouveaux signaux, mais on voit que ça a quand même du mal. Hein. 1435 de toute façon, voilà, 93-80 c'est un niveau, hein, voilà, hein, c'est un niveau de support qu'on a formé. Euh, ouais, on fait des micro-dives, mais c'est franchement pas top. 43-80 c'est un support. L'intérêt de ce niveau c'est qu'en cas d'intervention votre stop c'est 10 points, 5 points, enfin 10 points on va dire. Pour viser 94-35 et en cas de franchissement 95. Donc pourquoi pas une seconde opportunité. Alors Yvon nous donne des choses. Alors, je vais vous donner mon opinion. L'eurodoll, moi ce qui m'intéresserait. Alors 1,3750 c'est un bon niveau. Euh, si vous voulez vraiment soigner le rendement risque, moi je serais intéressé par un 37,30. Je vais juste checker, voir si j'ai des petits signaux comme ça. Ouais, j'attendrai encore un peu moi. Vous pouvez avoir un. Regardez, vous avez une oblique en place depuis le 6 février. On a ce niveau ici des 1,37. Ouais, moi je serais intéressé par les 1,3720, 1,3730 en pouvant mettre le stop sous les 1,3690. Ouais, 1,3720. 1,3748 c'est un premier niveau. Ok, 1,3748 c'est un niveau. Bon, si c'est vraiment. Enfin, il faut. En initiant pour la première fois une position sur ce niveau là, il faut accepter de mettre le stop sous les 1,3690. Il faut bien avoir conscience de ça. Et moi, le niveau optimal, ce serait un 37,20. Si on retravaille le mat de vendredi, avec le stop sous un 36,90. Ce serait vraiment cette zone-là, pour ma part, qui m'intéresserait dans le cas d'un achat sur repli, si vous n'êtes pas sur ce marché.
Bon, les indices, il n'y a rien de nouveau. Alors, on va repasser en données journalières. Je vais vous montrer à moyen terme l'Eurostoxx 50. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour les plus téméraires, j'ai envie de dire sur le CAC, vous avez peut-être une seconde chance. En tout cas, votre stop c'est 15 points, donc idem sur le DAX, sur les supports horaires cités tout à l'heure. Alors, l'Eurostoxx 50, le voici à moyen terme. Donc là, voilà, vous l'avez en données hebdomadaires. Attendez, ça bug un peu, qu'est-ce qui se passe là? Hop là, voilà. Donc voilà, vous l'avez ici en données hebdomadaires, ça je vais réduire ça, voilà. Vous l'avez en données hebdo, cet Eurostoxx 50. Bon, vous voyez, résistance solide 3177. Mais en fait, c'est un range. C'est un range depuis maintenant, depuis novembre dernier. Donc voilà, mais bon, ça c'est les actions européennes de manière générale. Après, c'est vrai que maintenant, si on compare le MIB, d'ailleurs, le MIB, il y a peut-être quelque chose de sympa. Je vais regarder où il en est. Ou le CAC ou l'IBEX, ce sont des indices somme toute assez différents. Alors, bah, le DAX, si on prend le DAX en daily quand même, c'est agressif, disons. Bon, les 9500, les 9500, ça peut être l'objectif d'un rebond technique, mais quand même, ce grand chandelier journalier sous 9500, il me plaît pas tellement sur le DAX. Après, admettons que le DAX a jamais empêché le CAC de faire sa propre vie, quoi. Donc, je pense que limite, il faut pas hésiter à les traiter de manière différente en fonction des horizons de temps. Mais voilà, 83-80, c'est le support qu'on a formé aujourd'hui. Vous avez peut-être acheté, ou peut-être vous avez peut-être profité du repli encore là pour repasser dessus. C'est stop 10 points sous 93,70 pour un pullback éventuel sur 95,00 9005. Là, on verra bien si ce niveau fait désormais office de résistance. L'IBEX, c'est toujours un des meilleurs candidats à la vente. Un mât baissier, un biseau. Il en sort encore par le bas. Plus que jamais, l'IBEX. Celui-là, bon, il est vraiment très très faible. Et le MIB, alors le MIB finalement sort par le bas de cette conso latérale. Je me demande en fait si à moyen terme, sur le MIB, on n'est pas en train de construire un espèce d'énorme biseau de fin de mouvement. Une sorte de biseau, de vague 5 en fait. Bon, là, je le trace un peu n'importe comment, un peu à l'arrache, mais je me demande si, vous voyez, sur le BIB, on n'aurait pas là la mise en place d'une grosse structure d'essoufflement qui se ferait donc petit à petit. Bon, faudrait qu'on le travaille à l'intérieur duquel on a 1, 2, 3, 4. Bon, le fait de toute façon qu'on retravaille et qu'on recasse les 20 000 points, là, c'est pas une bonne chose. Bon, après, je l'ai pas, j'ai pas le graphique du MIB, je l'ai pas travaillé en intraday. Mais on voit que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des phases vraiment de tendance sur ces indices européens. Mais je vais essayer de le travailler plus en détail, le MIB, et je vous en parlerai quand j'aurai quelque chose de travailler à vous proposer et pas à l'arrache. Alors, je vais repasser en horaire sur le gaz. Je vais essayer de vous faire je vais vous faire un point sur tous les indices européens en les prenant indépendamment. Voilà, on va faire un graphique. On va même oublier ce qu'il y a derrière. Le graphique, il nous dit quoi. Donc voilà, sur CAC et DAX, c'était peut-être la seconde chance là. Et finalement, en horaire, vous avez vraiment quelque chose qui est propre sur le DAX. 93,80, 95,35. Bon, alors, le gaz. Alors, le gaz, magnifique réaction sur 4,56, qui est ce point-là de clôture. Le point de clôture ici de jeudi dernier. Regardez, c'était le point dont on a parlé tout à l'heure. Hop, je vous le remontre. Voilà, c'était ce point d'accélération, les 4,54,20. 4,54,20, ce point de clôture. Le marché réagit, ça relance. Donc voilà, par rapport aux stratégies haussières que vous avez pu ouvrir ici sur le gaz, votre stop pour l'instant,
moi je le garderai, voilà, soit je le garderai au niveau initial pour laisser la chance au mouvement de s'exprimer. Euh, Dans un premier temps, le marché peut peut-être revenir ici, je pense, chercher les 4,68. Donc je pense même qu'il va y aller d'ailleurs, hein. Puis les 4,73. Après, si on franchit les 4,73, là vous pourrez à travers votre stop sécuriser une grande partie des gains, voire couper 50 si vous voulez encaisser, hein, parce qu'à un moment ou un autre il faut accroître le capital, et laisser un stop en gain sur le solde. J'ai un objectif quand même, moi, sur le plan graphique pur, de hausse au moins jusqu'à 5. Déjà, 5 c'est un bon niveau, mais après, un marché capable de reprendre les 5,50 quoi. Oui, c'est vrai, durant le MIB, on voit qu'il est sous pression, sous cette oblique baissière de long terme. Je vais essayer de le reprendre. Et puis, il y a cette structure en biseau qui me déplaît, moi, sur le MIB. Je ne sais pas trop ce qui nous construit, mais on voit que l'effet de mode ou de rattrapage du MIB et de l'IBEX, c'est un peu derrière nous tout ça. Et donc attention plus que jamais au SP500. On voit que 1851, c'est à nouveau une résistance pour les cours. Donc prudence. Prudence. Mais on a quitté la phase de tendance, hein. Maintenant on est vraiment presque dans un range 18-20, 18-50. Bon allez, on va pas y passer 30 ans, sachant que là, il va falloir davantage de données pour y voir un peu plus clair. Voilà, bah écoutez, on se retrouve, enfin vous retrouvez tout à l'heure la salle de marché à 18h pour une formation sur les corrélations. Cette semaine, on a beaucoup d'émissions spéciales. Il y en a une jeudi pour la BCE, une vendredi pour le NFP aux États-Unis. Dans le forum d'EliFX, il y a un concours NFP qui a été ouvert. Donc vous allez en page d'accueil dans la partie basse. En gros, vous donnez votre point de vue sur ce que pourraient être les créations d'emplois aux États-Unis vendredi. Et puis voilà, hein, le gagnant. Je vous laisse aller dans le forum et vous prendrez connaissance. Je vous en dis pas plus. Vous verrez donc ce que peut remporter le gagnant. Et quant à moi, donc je vous retrouve demain de vive voix ici à partir, alors je ne sais pas si c'est 14h15 ou 15h15 en fonction des chiffres, je vous laisse aller voir dans la programmation. Et puis j'essaierai de vous préparer quelque chose sur les indices du sud de l'Europe, notamment le MIB, voir s'il nous construit un biseau chartiste ou un biseau liotiste qui soit conforme pour éventuellement envisager un décrochage de ce marché ou pas. Voilà, merci à tous et puis donc à demain de vive voix.